10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Nous parlons aujourd'hui de Dona Gracia Nassi. Qui est Dona Gracia Nassi ? C'est une juive portugaise qui naît en pleine Inquisition en 1536 et se trouve à 20 et quelques années à la tête d'un des plus grands empires financiers d'Europe. Elle va se servir de sa position pour venir en aide aux marins en fuite. Elle ira même, nous le verrons, jusqu'à tenter de mettre en place le boycott du port d'Ancône, qui est à l'époque le principal port des États pontificaux, afin de faire pression sur le pape et d'obtenir qu'il assouplisse sa politique à l'égard des Juifs. On connaît peu Dona Gracia Nassi en France, même si on commence à la découvrir par le biais notamment de plusieurs publications. L'année dernière a été publiée la traduction de la biographie de Dona Gracia Nassi, écrite par Cécile Roth en 1946 aux éditions Liana Lévy. Vient d'être publiée La Señora, une biographie écrite par Catherine Clément. Quant à nous, nous découvrons tout de suite la vie de Dona Gracia Nassi avec Evelyne Olliel-Gross, historienne. Evelyne Olliel-Gross, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agrégée d'histoire et vous préparez une thèse sur les relations entre les différentes communautés portugaises d'Europe occidentale au XVIIIe siècle. Vous travaillez à la Fondation Thiers. Et c'est avec vous que nous allons dresser ce matin le portrait de Dona Gracia Nassi. Dona Gracia Nassi qui est un personnage peu connu, et c'est dommage car c'est un personnage fascinant. Qu'est-ce qui vous a poussé, Evelyne Gross, à vous intéresser à ce personnage ? Dona Gracia a de tout temps exercé sur les historiens une fascination extraordinaire. Cette fascination est due tout d'abord au fait qu'il s'agit d'une femme, tout bêtement, et que l'histoire juive, l'histoire du moins post-biblique, est particulièrement pauvre en figure féminine. C'est un premier point. Le second point, c'est que son histoire est un véritable roman. Et son grand biographe, Cécile Roth, cède d'ailleurs parfois à la tentation romanesque lui-même en glissant sur cette pente. L'histoire de Dona Gracia, pour la résumer très brièvement, c'est tout d'abord l'histoire d'une grande partie du peuple juif au XVIe siècle, l'histoire des nouveaux chrétiens qui quittent la péninsule ibérique pour échapper aux fureurs de l'Inquisition. Et dans ce sens, sa destinée est exemplaire. Mais surtout, Dona Gracia, son originalité profonde est ailleurs. Son originalité réside dans le fait qu'elle vit à une époque de bouleversement extraordinaire, aussi bien d'ailleurs pour les Juifs que pour l'ensemble de la population européenne, et que dans ce chaos, elle va faire preuve d'un engagement exceptionnel pour défendre en tout lieu et en tout temps ses coreligionnaires, défendre les Juifs et les nouveaux chrétiens et, si besoin, les venger. Dona Gracia, pour esquisser un premier portrait très bref, est en effet à la fois une femme d'affaires, celle qu'on pourrait appeler la diplomate officieuse du peuple juif, et également un mécène des lettres et des arts hébraïques. Et ceci lui a valu, dès l'époque de la Renaissance, le surnom de grande dame de la Renaissance. Voilà, donc nous avons déjà une idée générale de ce personnage de Dona Gracia Nassi, mais pour en donner une image plus précise, revenons à la naissance de Dona Gracia Nassi. Elle naît vers 1510 au Portugal, au moment donc où l'Inquisition commence à sévir. Effectivement, Dona Gracia naît en 1510 à Lisbonne, c'est-à-dire environ 20 ans
à peine après l'expulsion générale des Juifs d'Espagne. Cette expulsion des Juifs d'Espagne, qui a lieu en 1492, tout le monde le sait, a exilé une grande partie des Juifs vers l'Italie, l'Empire ottoman, l'Afrique du Nord, mais également vers le Portugal. Et la famille de Dona Gracia fait partie de ces Juifs qui ont choisi de traverser la frontière portugaise plutôt que de faire le périple par la mer, en espérant rester Juifs. En Portugal, on leur permet de rester Juifs quelques années, puis en 1497, le roi Manuel les met devant le même dilemme que celui qu'avaient connu les Juifs de 1492, à savoir s'exiler ou se convertir au christianisme. Et il y a d'ailleurs une raison précise à ce changement de politique au Portugal, c'est le mariage. Un mariage justement entre la famille royale espagnole et celle du Portugal. Oui, et il est vrai que la couronne d'Espagne a fait fortement pression sur le Portugal pour que soit édicté ce décret d'expulsion ou cette conversion forcée. Au Portugal d'ailleurs, plus que d'une expulsion, il s'agit d'une véritable conversion en masse et forcée, puisqu'on a déversé des baquets d'eau bénite sur les Juifs qui étaient rassemblés dans des embarcadères, qui espéraient s'embarquer prochainement pour des terres de liberté, et convertis de force, un grand nombre d'entre eux sont restés en Portugal. Dona Gracia Nassi naît dans une famille de grands commerçants, de négociants, et très jeune, à l'âge de 18 ans, elle se marie avec un fils de la famille Mendes qui est à la tête d'un des plus grands empires financiers d'Europe, rival de celui des Médicis. Le milieu banquier de cette époque. Oui, effectivement, Dona Gracia, qui s'appelle Béatrice de Luna, c'est son nom chrétien. Tous les nouveaux chrétiens portaient un nom qu'ils avaient pris au moment de leur baptême, et également dans l'intimité lorsqu'ils continuaient à pratiquer le judaïsme, un nom juif, épouse Francisco Mendes à l'âge de 18 ans, et c'est ainsi l'union qui se noue entre deux grandes familles. Alors la maison Mendes est une maison extrêmement prospère, puisqu'elle fait à l'époque le négoce des pierres précieuses. Il faut savoir que de nombreux nouveaux chrétiens participent à cette époque à l'expansion et à la prospérité commerciale que connaît le Portugal grâce à la nouvelle route vers les Indes qu'a découverte Vasco de Gama vers l'an 1500. Et en effet, cette découverte a bouleversé le commerce européen d'un certain nombre de denrées, et en particulier des pierres précieuses, puisque celles-ci arrivent désormais directement en Portugal. Et c'est vrai que c'est un élément important là que vous rappelez, les commerçants juifs portugais jouaient un rôle fondamental dans le commerce de cette époque, aussi bien en Orient qu'en Europe. Absolument. On peut dire que la part des nouveaux chrétiens dans l'expansion coloniale espagnole et portugaise est très importante. Elle se fait à tous les niveaux, tant du point de vue scientifique, puisque ces nouveaux chrétiens fournissent nombre des cartographes les plus réputés, qu'au niveau commercial. Beaucoup étaient attirés tant par les perspectives d'enrichissement que de liberté qu'offraient ces nouveaux territoires qui étaient plus loin de l'œil du roi et de ses tribunaux. Dona Gracia Nassi perd son mari quelques années après son mariage, et elle devient, alors qu'elle n'a que 20 ans et quelques années, l'administratrice du gigantesque empire banquier des Mendes, qui rivalise alors avec celui des Médicis. En 1536, Dona Gracia perd son mari. Alors, ceci pourrait être un événement parfaitement anecdotique, mais il faut savoir que cette année est une année très importante dans l'histoire du Portugal et des Juifs, puisque c'est en cette année qu'est créée l'Inquisition portugaise. En effet, l'Inquisition n'est pas créée au Portugal immédiatement après la conversion forcée des Juifs, mais une demi-génération après, ou une génération plus tard, ce qui leur a laissé un temps de relative liberté tout à fait important. Et cette inquisition portugaise, si elle est créée plus tard que l'inquisition espagnole, qui avait été créée dès 1481, est néanmoins extrêmement féroce et cruelle,
Et très rapidement, ces tribunaux vont juger un grand nombre de nouveaux chrétiens et leur infliger des sentences très très dures. Alors donc Dona Gracia Mendes se trouve à la tête de cet empire financier. Elle est banquière, donc elle est femme, elle est juive, et très vite les clients de la banque Mendes vont faire pression sur elle pour diverses raisons. Oui, Dona Gracia, dès 1536, choisit de quitter le Portugal. À cause justement de l'établissement de l'Inquisition dont elle avait été prévenue à l'avance par les correspondants de sa maison Mendes, et d'aller s'établir ailleurs. Alors, où choisit-elle d'aller s'établir ? Elle va choisir la ville d'Anvers. Anvers fait partie, à l'époque, rappelons-le, des Pays-Bas espagnols septentrionaux. C'est-à-dire qu'Anvers est sous la dépendance de la couronne espagnole directement. Pourquoi choisit-elle une terre chrétienne ? À ceci, plusieurs raisons. Le départ des nouveaux chrétiens vers des terres autres que les pays chrétiens était interdit. Et il est évident que l'émigration qui ne pouvait être que clandestine était synonyme d'appauvrissement total puisqu'ils ne pouvaient pas emmener avec eux leurs biens. Et très nombreux sont les nouveaux chrétiens qui choisissent de faire étape à Anvers afin de pouvoir transférer dans une relative tranquillité une grande partie de leurs biens en terre étrangère. Alors à Anvers, elle s'établit à Anvers, en compagnie d'ailleurs de sa belle-sœur, avec laquelle elle a des relations très compliquées, puisque à la mort donc du beau-frère de son mari, elle se trouve, comme on l'a rappelé, administratrice de cet empire financier, et que la belle-sœur se trouve ainsi un peu lésée dans cet héritage. Effectivement, c'est Dona Gracia qui est à la tête de l'empire Mendes, qui va mener rondement d'ailleurs les affaires de la famille Mendes à partir d'Anvers. Nous verrons par la suite, comme vous le dites justement, que ses rapports avec sa belle-sœur sont assez orageux et iront jusqu'à la trahison. Mais je dirais que ces conflits ne sont pas extrêmement perceptibles à Anvers. L'activité de Dona Gracia à Anvers peut être définie de deux façons. Tout d'abord, elle fait prospérer sa maison de négoce et de banque. Elle accorde des prêts à Charles Quint lui-même. La maison Mendes obtient le privilège du négoce du poivre, qui est une denrée qui peut nous faire rire aujourd'hui, mais à l'époque c'était un privilège tout à fait extraordinaire, puisque le poivre était une denrée à la fois précieuse et indispensable pour la conservation des aliments. Et également, en sous-main, Dona Gracia aide dès cette époque-là les nouveaux chrétiens qui veulent quitter la péninsule ibérique, le Portugal en particulier, à s'établir en Italie et ailleurs. Dès cette époque-là, son action diplomatique, je dirais pas diplomatique, mais plutôt c'est la diplomatie des ducats et des florins, à coup de subventions, d'aide économique, d'affrètement de vaisseaux, elle va aider les nouveaux chrétiens à quitter le Portugal pour aller s'établir dans d'autres terres où ils seront à l'abri des menées inquisitoriales. Alors c'est justement cette lutte et cette aide qu'elle apporte à ses frères juifs et aux marânes en fuite qui va justement la placer dans cette situation très périlleuse, et Dona Gracia Mendes, pendant toute son existence pratiquement, est poursuivie par l'Inquisition. Effectivement, et d'ailleurs je profite de cette occasion pour dire que nous ne connaissons Dona Gracia qu'à travers des sources tout à fait périphériques. Soit les portraits qu'ont fait d'elle les contemporains, la plupart du temps très élogieux, soit, et c'est là l'essentiel de notre documentation, les nombreux procès qui lui ont été intentés, en particulier des procès inquisitoriaux. Et dès son séjour à Anvers, elle va se trouver en butte à des détracteurs, des gens qui vont lui vouloir du mal, soit pour des raisons personnelles, soit économiques, et on va l'accuser, effectivement, elle et son beau-frère, Diogo Mendes, d'avoir financé l'arrivée en terre ottomane de nouveaux chrétiens judaïsants. Ce qui est une accusation très grave, puisque vous savez que pour l'Église, un nouveau chrétien qui judaïse est la définition même de l'hérétique.
Donna Gracia se voit donc menacée à Anvers de confiscation de ses biens, et dès ce moment-là, elle va préparer son départ en transférant l'ensemble de ses possessions vers une terre étrangère. Ce départ est hâté par une pression qui est à la fois un honneur et une menace pour elle, exercée par la régente, qui porte à Donna Gracia une grande affection, puisque la régente des Pays-Bas fait pression sur Donna Gracia pour qu'elle donne sa fille, Reina, en mariage à Don Francisco d'Aragon, qui est un prince désargenté et vieillissant, un bâtard de la couronne d'Aragon, qui lorgne avec une certaine cupidité sur la jeune fille et sur sa dot. Alors Gracia temporise, mais elle doit partir. Et en 1544, l'ensemble de sa maisonnée part en voyage, officiellement pour prendre les eaux à Aix-la-Chapelle. En réalité, Donna Gracia ne remettra plus les pieds à Anvers. Et d'ailleurs, dès son départ, elle et les membres de sa parenté sont accusés d'apostasie. Et ainsi, il est évident que cette accusation a pour but de la déposséder de ses biens. Étape donc du périple de Donna Gracia Nassi, c'est Venise. Venise d'ailleurs où elle continue ses activités de résistance à l'Inquisition. Oui, tout à fait. Après un arrêt très très bref à Aix-la-Chapelle et à Lyon, Donna Gracia et sa sœur Reina et leur fille arrivent à Venise en 1545. Elles sont munies de sauf-conduit qu'elles avaient obtenu avant leur départ et à Venise, elles s'installent dans une demeure extrêmement luxueuse. Alors on pourrait se demander pourquoi elles ne vont pas rejoindre les juifs et les nouveaux chrétiens les juifs portugais de la communauté vénitienne. En réalité, à ce moment-là, elles continuent à porter le masque du nouveau chrétien. Cela est très important pour elles, puisque a été intenté un procès en confiscation de biens à Anvers, à Aix-la-Chapelle, etc., dans tous les endroits où elles sont passées. Et il est très important pour elles de n'être pas immédiatement associées à la communauté juive. Alors,
elle s'installe dans un palais vénitien extrêmement luxueux et continue à mener le train de vie aristocratique qui était le leur à Anvers. Venise est un épisode assez mouvementé dans la vie de Donna Gracia, puisque c'est là que les conflits avec sa sœur vont atteindre leur paroxysme. Cette sœur va la dénoncer. La Sérénissime République voyait, elle, d'un très bon œil l'établissement de Donna Gracia à Venise, puisqu'avec elle arrivaient tous les bienfaits économiques de la maison Mendès. Et les autorités se gardent donc bien d'importuner Donna Gracia pour ses convictions religieuses. C'est d'ailleurs à Venise que vient le coup qui va être porté à Donna Gracia. C'est en effet pendant cet épisode-là de sa vie que les conflits avec sa sœur vont atteindre à leur paroxysme. En effet, sa sœur, Brianda Reina, était extrêmement jalouse de Donna Gracia et à Venise, elle va la dénoncer aux autorités, la dénoncer comme judaïsante, ceci afin de pouvoir récupérer l'administration des biens qui revient normalement à sa fille, puisqu'elle-même avait épousé un autre frère de la maison Mendès. Bon, ceci peut sembler extrêmement compliqué, mais nous avons là des passions qui entrent en jeu et qui vont orienter le destin de Donna Gracia. Alors, Donna Gracia est dénoncée aux autorités vénitiennes, elle est immédiatement emprisonnée et sa fille ainsi que la fille de sa sœur sont immédiatement mises dans un couvent pour les soustraire aux influences pernicieuses qu'elle pourrait avoir sur elle. Emportée par son élan, sa sœur Brianda va engager une procédure similaire en France, à Lyon, pour tenter de récupérer le capital que Donna Gracia avait investi dans cette ville. Les conséquences de ces actes allèrent très loin, puisque elle avait ainsi éveillé la cupidité de plusieurs caisses différentes, et en effet, les gouvernements aussi bien vénitiens que français vont essayer de profiter de cette aubaine. Et quand je dis aubaine, je l'entends au sens littéral, puisque à cette époque-là, l'aubaine, c'était la propriété d'un étranger de passage qui venait à mourir en un lieu particulier et qui devait échoir au prince ou au roi de cette localité. Donc, une fois de plus, Donna Gracia doit plaider, et cette fois-ci contre sa propre sœur, pour défendre sa vie et ses biens. Et c'est la correspondance diplomatique de l'époque qui nous apprend qu'un grand personnage intervient en sa faveur à ce moment-là, qui n'est autre que Soliman le Magnifique, le grand Turc, le sultan de Constantinople, qui dépêche un messager pour intimer aux autorités vénitiennes l'ordre de laisser Donna Gracia libre de ses mouvements, en espérant bien, pour sa part, qu'elle viendrait s'installer dans l'Empire ottoman et qu'elle amènerait avec elle la prospérité de son empire commercial. Finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle fait, puisque Donna Gracia, à ce moment-là, et sa famille vont s'installer à Ferrare. À Ferrare, d'ailleurs, et c'est là, malheureusement, que nous allons nous quitter Donna Gracia Nassi, où elle va changer d'identité, ou plutôt dévoiler son identité, puisque c'est ce que nous verrons ensemble demain, elle va vivre comme juive officiellement. Tout à fait. C'est probablement l'intervention du Grand Turc qui a permis l'élargissement de Donna Gracia, mais pour sa part, elle n'en était pas très satisfaite, parce qu'elle ne, bien que cela ait été une marque d'honneur extraordinaire, elle eut jugé cette marque d'honneur très compromettante. Elle n'avait pas encore fait le choix définitif d'aller s'installer pour la Turquie. Et apparaître comme une protégée de Constantinople équivalait à ce moment-là à un aveu de judaïsme. Et elle résout donc pour l'heure de quitter, comme vous l'avez dit, Venise, et pour se rendre à Ferrare. C'est ce que nous verrons demain. Nous poursuivrons les traces de Donna Gracia Nassi, toujours en votre compagnie, Evelyne Olliel-Gross. À demain. À demain, merci.
C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec la collaboration de la Fédération séfarade de France. Figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec la collaboration de la Fédération séfarade de France. Deuxième partie aujourd'hui de notre portrait de Dona Gracia Nassi. Dona Gracia Nassi, juive portugaise née en pleine Inquisition en 1536, qui se retrouve à 20 et quelques années à la tête d'un des plus grands empires financiers d'Europe, la banque Mendes. Nous avons évoqué hier la manière dont Dona Gracia Nassi s'est servie de cette position pour venir en aide aux maranes en fuite et comment cette activité de résistance à l'Inquisition l'a finalement obligée à fuir elle-même, Lisbonne pour Anvers, Anvers pour Venise. Nous avons quitté Dona Gracia Nassi au moment où, à la suite de sa dénonciation aux autorités inquisitoriales par sa propre sœur, elle se trouvait emprisonnée à Venise. Aujourd'hui, toujours en compagnie avec l'historienne Evelyne Olliel-Gross, nous évoquons ce qu'on pourrait appeler le grand œuvre de Dona Gracia Nassi. Sa tentative de mettre en place le boycott du port d'Ancône, principal port des États pontificaux, afin de faire pression sur le pape et d'obtenir qu'il assouplisse sa politique à l'égard des Juifs. Evelyne Olliel-Gross, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve ce matin pour continuer à dresser ce portrait de Dona Gracia Nassi. Je rappelle à nos éditeurs que vous êtes historienne et que vous travaillez à la Fondation Thiers. Dona Gracia Nassi, quand nous l'avons quitté hier, avait quitté Venise pour Ferrare et venait d'être libérée de prison grâce à l'intervention de Soliman le Magnifique. Dona Gracia arrive à Ferrare. Le trajet de Venise à Ferrare est bref, mais le pas franchi par Dona Gracia et par sa famille est immense. En effet, pour la première fois, Dona Gracia se présente non comme chrétienne, mais comme juive. Pour la première fois, en arrivant à Ferrare, elle se fait appeler non plus Béatrice de Luna ou Béatrice Mendes, mais épouse de Don Semer Benveniste. Et sa sœur, elle, avec qui elle s'est réconciliée entre-temps, selon un processus qui nous semble un petit peu énigmatique, arbore, elle, le nom de Reina, épouse de Don Meir Benveniste. Dona Gracia, grâce à un certain nombre d'intermédiaires juifs du lieu, un certain Rabbi Yom Tov en particulier, avait réussi à obtenir des lettres patentes contenant des privilèges considérables, ceci avant même d'arriver à Ferrare. Ces privilèges, que lui accorde le duc Ercole de Ferrare, lui permettent de vivre en toute liberté et de pratiquer son judaïsme sans courir le risque d'être poursuivie, même si elle avait auparavant vécu en chrétienne. Le duc de Ferrare l'autorise donc à vivre selon les coutumes et les rites juifs, en contradiction même avec la politique menée par les souverains chrétiens de l'époque, qui, évidemment, refusaient à tout juif qui avait reçu le baptême
le droit, la possibilité de revenir au judaïsme, puisque c'était cela considéré par l'Église comme une hérésie. Il faut être là bien conscient du caractère exceptionnel, voire révolutionnaire, de ces privilèges accordés aux Mendes. Il ne s'agit plus de la duplicité caractéristique de l'attitude des autorités vénitiennes, par exemple, qui est un mélange de protection et d'aveuglement délibéré, si vous voulez. Le duc Ercole Lela de Ferrare reconnaît qu'ils ont vécu comme nouveaux chrétiens et qu'ils reviennent au judaïsme. Et il les protège à l'avance de toute accusation allant dans ce sens. Alors, il faut voir aussi là un intérêt de leur part, je pense, puisque l'arrivée de Dona Gracia Mendes, administratrice de cet énorme empire financier, est quand même un avantage pour Ferrare. Oui, tout à fait. Il faut certainement penser que la raison d'État, qui est un petit peu un anachronisme, cette notion, mais n'était pas étrangère à la pensée du duc de Ferrare. Mais il faut bien voir que Ferrare, et que les ducs de Ferrare en particulier, avaient quelque chose de plus. On peut penser qu'outre le désir de développer, de voir sa principauté se développer, ce personnage était animé par un réel désir de tolérance et par une grande ouverture d'esprit, commune à tous les ducs de Ferrare depuis la fin du XVe siècle. Et c'est d'ailleurs dans ces circonstances que s'était développée à Ferrare une communauté juive très prospère, libre de croire, de prier et libre d'imprimer également. Car sous l'impulsion d'un certain nombre de mécènes juifs très riches, comme la famille très connue des Abravanel, se développe à Ferrare à cette époque-là une imprimerie hébraïque de renommée internationale. Et Ferrare devient le lieu de convergence des grands savants de cette époque, juifs et non juifs. On peut citer le grand chroniqueur Samuel Usque, auteur de l'ouvrage Les Consolations Consolations pour les tribulations d'Israël, mais également lieu où se retrouvent des rabbins, des artistes, etc. Dona Gracia Nassi et d'ailleurs appartient tout à fait à ce milieu de juifs érudits. Oui, tout à fait. Et son arrivée à Ferrare correspond à la période la plus florissante de l'imprimerie hébraïque dans cette ville. Et elle-même rivalise de générosité avec une autre femme très remarquable de l'époque, Dona Benvenida Abravanel, qui est également extrêmement généreuse dans son mécénat. On imprime en particulier à Ferrare, à l'intention des nouveaux chrétiens, qui ignorent la langue hébraïque, le premier rituel, le premier sidour en langue espagnole. Et il est possible, probable peut-être, que Dona Gracia ait financé la publication de la fameuse Bible de Ferrare, qui paraît en 1553 et qui est la traduction espagnole de la Bible hébraïque. Alors de cette Bible, c'est assez intéressant, il y eut 2 éditions au même moment. Une édition destinée peut-être à la péninsule ibérique, qui porte en page de garde l'imprimature du duc de Ferrare et qui porte également le nom nouveau chrétien des imprimeurs juifs Duarte Pinel et Geronimo de Vargas. L'autre édition porte, elle, le nom hébraïque de ces mêmes imprimeurs, Yom Tov Athias et Abraham Usque, et cette seconde édition est dédiée à Dona Gracia. Est-ce qu'on a gardé des traces d'elle qui nous permettent de connaître sa personnalité ? Oui, nous avons plusieurs portraits, dont un absolument extraordinaire, qui a été tracé par Samuel Usque, dont je vous ai dit un mot, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Consolations pour les tribulations d'Israël, un ouvrage écrit en portugais, et qui dans cet ouvrage raconte les malheurs du peuple juif. À ces malheurs répondent un certain nombre de consolations, et il compte Dona Gracia au nombre des consolations que l'Éternel a données au peuple juif pour qu'il se remette un peu de ses malheurs. Voici comment il décrit ce personnage extraordinaire qu'est Dona Gracia.
La 6e voie de la consolation est l'aide que vous avez reçue au milieu des tourments qu'il vous fallut affronter pour sauver votre vie après avoir quitté le Portugal. La miséricorde divine prit-elle jamais forme humaine? Elle vous est apparue pour vous secourir dans vos malheurs. Vit-on jamais une femme risquer sa vie pour sauver ses frères, héritière de la compassion naturelle de Myriam, ou gouverner son peuple avec la remarquable prudence de Déborah, ou aider les persécutés avec la bonté infinie et la piété exaltée d'Esther, ou libérer de l'angoisse les assiégés, telle la chaste et généreuse Judith, veuve au cœur vrai et courageux. De ces bataillons célestes, le Seigneur vous a envoyé, de nos jours, une telle créature. Il a ramassé tout ce trésor de vertu en une seule âme. Pour votre bonheur, il a choisi de les insuffler dans la personne chaste et délicate de la juive Gracia Nassi. Son exemple encouragea grandement en Portugal vos enfants impécunieux, trop pauvres et trop faibles pour s'éloigner des flammes, et pour entreprendre un voyage ardu. Elle fournit généreusement en argent, provisions et autres commodités les réfugiés qui arrivaient en Flandre et ailleurs, démunis, hébétés et endoloris par la mer. Elle les aida à surmonter les rigueurs orageuses des Alpes en Allemagne et dans d'autres pays, et elle fit diligence pour les soulager des maux causés par les obstacles et les hasards de leur trop long voyage. Elle vous offrit sa compassion et ses largesses divines lorsque l'exil de Ferrare vous plongea dans une profonde et soudaine détresse. Ainsi, son bras d'or et ses desseins angéliques tirèrent la plus grande partie de notre peuple en Europe de l'abîme de tourments où la pauvreté et le péché l'avaient précipité. Elle continua de les guider jusqu'à ce qu'ils soient en pays sûr et qu'ils soient revenus à l'observance des préceptes de leur antique Dieu. Ainsi, elle fut un appui dans votre faiblesse, un pilier pour les las, une fontaine claire pour les assoiffés, un arbre ombrageux chargé de fruits qui nourrit les affamés et abrita les oubliés. Elle imita le Seigneur lors de l'exode d'Égypte. Très beau portrait de Donna Gracia Nassi, et qui justement parle surtout de son activité en faveur de ses coreligionnaires fuyant l'Inquisition, à Ferrare d'ailleurs, puisque nous sommes à l'étape de Ferrare dans le long périple de Donna Gracia Nassi. Elle continue cette activité, sous quelle forme ? Tout à fait. À Ferrare, Donna Gracia continue à secourir par tous les moyens les nouveaux chrétiens de péninsule ibérique qui cherchent à quitter cette terre pour aller s'installer ailleurs, en leur fournissant financièrement les moyens de gagner l'Empire ottoman, en particulier. Et c'est donc ainsi sa politique de soutien qu'elle perpétue. Gracia Nassi décide alors de se rendre à Istanbul, en Turquie. Et il faut dire que la Turquie à cette époque-là est caractérisée par cette grande tolérance. Absolument. La Turquie accueille à bras ouverts les juifs et les nouveaux chrétiens. La Turquie, à cette époque, accueille en effet à bras ouverts les nouveaux chrétiens qui viennent s'installer chez elle. Et ceci, évidemment, pour des raisons d'ordre économique, puisque ces juifs, ces nouveaux chrétiens, revenus au judaïsme, sont d'une importance considérable pour l'économie de l'Empire ottoman, pour leur talent dans le négoce, évidemment, mais également dans l'artisanat, en particulier dans la fabrication des armes à feu. Et aussi du fait du grand nombre de médecins qui se trouvent parmi eux. Ceci est un fait très très connu. Il n'est pas besoin de le rappeler. Et donc, c'était établi dans les principales villes de l'Empire ottoman, aussi bien à Salonique qu'à Constantinople, de très larges populations juives en provenance de la péninsule ibérique et qui se regroupaient dans des synagogues édifiées en fonction de l'origine de ces populations. Alors on avait ainsi à Salonique, comme à Constantinople, la synagogue des Castillans, des Tolédans, des Cordouans, etc.
Dona Gracia Nassi est accueillie avec un grand enthousiasme par les Juifs de Turquie. Absolument. Nous avons un récit qui nous rapporte les circonstances, les détails de cette entrée majestueuse de Dona Gracia à Constantinople, qui est le fait d'un prisonnier de guerre, un prisonnier espagnol qui est retenu à cette époque-là à Constantinople. Il nous dit la chose suivante. Un jour, une gente dame portugaise qui se nommait Dona Beatriz Mendes, qui était très riche, fit son entrée à Constantinople, accompagnée de 40 cavaliers et de 4 carrosses de parade, pleins de servantes et de dames espagnoles. Sa maisonnée n'était guère inférieure à celle d'un duc espagnol, et elle pouvait certes l'entretenir car elle était fort riche. Elle présenta ses compliments à la cour. Elle avait obtenu du Grand Turc, alors qu'elle résidait encore à Venise, qu'elle n'aurait besoin d'aucun privilège spécial, si ce n'est que sa maisonnée n'était pas tenue de porter les vêtements que portaient les autres juifs, et pouvait revêtir des coiffes et corsets dans le style vénitien. Alors ceci est tout à fait intéressant, parce qu'on voit que même à Constantinople, endroit où les juifs jouissaient tout de même d'une relative liberté de culte, existait un certain nombre de contraintes qui portaient sur eux, comme d'ailleurs sur l'ensemble des non-musulmans, qui étaient tenus de porter en particulier un signe qui marquait leur différence de religion, un chapeau jaune, le plus souvent, on voit pour la Turquie, pour l'Empire ottoman. Alors, les Juifs de Turquie vivent dans une relative paix, mais pendant ce temps, dans les États pontificaux, il n'en est pas de même pour les coreligionnaires de Dona Gracia Nassi, et c'est vrai que à partir de l'arrivée de Pietro Carafa sur le trône de Saint-Pierre, les choses deviennent encore plus problématiques pour les Juifs des États pontificaux. Effectivement, nous arrivons là à l'épisode le plus tragique, peut-être, le plus dramatique en tout cas, de la vie de Dona Gracia. Il s'agit de l'affaire des martyrs juifs d'Ancône. Pour comprendre cette affaire, il faut dire quelques mots sur le bouleversement qu'a connu la politique pontificale à l'égard des Juifs en ce milieu du XVIe siècle. Jusque-là, les papes, le Saint-Siège, s'étaient montrés dans une Europe qui expulsait depuis plus d'un siècle ces Juifs de tous les pays, toutes les principautés, relativement protecteurs et tolérants. Au milieu du XVIe siècle, cette relative protection change radicalement, et cela, on peut le dire, est la conséquence des bouleversements religieux que connaît l'Europe dans son ensemble à cette époque-là, en particulier, bien entendu, la réforme protestante. Et c'est dans le sillage de la contre-réforme qu'il faut comprendre cette nouvelle sévérité, cette radicalisation de la politique à l'égard des Juifs. Le texte le plus significatif de ce bouleversement politique, c'est la bulle qui est publiée en 1555, Cum nimis absurdum, et qui édicte pour tous les juifs des États pontificaux l'obligation de résider désormais dans le ghetto. Car le grand danger que perçoit la papauté, c'est la contamination du christianisme par les juifs. Il faut avant tout, et ceci fait partie de la lutte générale contre l'hérésie, limiter au maximum les contacts entre juifs et chrétiens. Il existait déjà un ghetto qui avait été créé pour des raisons locales à Venise en 1516, mais désormais ce sont tous les juifs des États pontificaux qui vont résider. Alors, Dona Gracia Nassi est alors, on le disait, en Turquie. Elle est proche du vizir. Elle a une position très importante et elle va se servir de cette position privilégiée pour venir en aide à ses coreligionnaires. Et là, on arrive à ce qu'on pourrait appeler le grand œuvre de Dona Gracia Nassi, qui est la tentative de mettre en place un boycott d'Ancône, qui est l'un des ports les plus importants des États pontificaux. Alors, le boycott d'Ancône, c'est une affaire qui est assez complexe. On va essayer de décrire cet épisode. Ancône, c'est une ville où habitent de nombreux juifs, et notamment de nombreux maranes. Oui, pour dire brièvement de quoi il s'agit,
Disons simplement que en 1547, les nouveaux chrétiens d'Ancône reçoivent des privilèges pontificaux qui les autorisent à vivre en tant que juifs. C'est-à-dire que c'est le pape lui-même qui ferme, je dirais, les yeux sur leur baptême et qui, pour développer son port franc d'Ancône, les autorise à vivre librement leur judaïsme, en leur promettant bien que si jamais ils changeaient d'avis, il leur donnerait un délai de 18 mois pour déménager. Et le 30 avril 1556, le pape Paul IV abroge tous ces privilèges et saisit immédiatement le Saint-Office de l'affaire sans accorder le moindre délai ou avertissement à ces Portugais d'Ancône. Après un procès expéditif, c'est 25 membres de cette communauté de nouveaux chrétiens, de juifs, qui sont brûlés vifs. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, ce qu'on a appelé par la suite l'Holocauste d'Ancône. Oui, les martyrs d'Ancône, c'est une expression qui revient dès l'époque énormément dans la littérature. Alors, cet épisode dramatique revient aux oreilles de Dona Gracia Nassi et elle décide, avec d'ailleurs d'autres membres de la communauté juive d'Istanbul et d'ailleurs, de mettre en place un boycott du port d'Ancône. En quoi consiste-t-il exactement ? Effectivement, c'est une émotion extraordinaire qui est suscitée par cet épisode, cette affaire des martyrs d'Ancône. Et Dona Gracia décide d'utiliser la seule arme à sa disposition, l'arme économique. Elle organise avec l'ensemble de la communauté juive de Constantinople un boycott, avec le soutien des rabbins, qui décrète l'excommunication de tout négociant qui commercerait avec le port d'Ancône. Alors ce boycott, dans un premier temps, tient, et on voit le commerce de ce port pontifical faiblir, mais malheureusement, très rapidement, cette solidarité s'effrite et des négociants de plus en plus nombreux vont enfreindre le boycott et la menace d'excommunication. C'est vrai que les communautés juives de cette époque vont vraiment à un moment donné se diviser en deux. Il y a le camp de ceux qui sont pour le boycott et il y a le camp de ceux qui sont contre. Et d'ailleurs il y a des arguments en faveur des deux camps. Absolument, les rabbins eux-mêmes étaient divisés, puisqu'à Ancône, rappelons-le, il y avait également une communauté juive de souche, pas des nouveaux chrétiens, qui souffraient comme les autres de ce boycott économique. Et on avait peur de représailles de la part des autorités pontificales. Oui, mais c'était surtout l'argument qui portait pour les rabbins, c'était qu'on faisait souffrir d'autres juifs par ce boycott. Donc ce boycott, on disait tout à l'heure, s'effrite petit à petit et finalement c'est un échec. Absolument. Et Dona Gracia est très affectée de cet échec car elle concevait la solidarité entre tous les juifs comme quelque chose d'absolument fondamental. Pour elle, le peuple juif constitue un corps unique qui souffre dès que chacun de ses membres est affecté. Et donc elle-même a été très malheureuse, d'après ce qu'on peut en savoir, de l'échec de ce boycott. Alors à la suite de cet échec, elle va quitter la Turquie et après plusieurs étapes que malheureusement nous sommes obligés de passer puisque nous arrivons presque à la fin de notre second épisode consacré à Dona Gracia Nassi, elle décide de s'installer en Palestine, à Tibériade. L'idée de retour à Sion était très présent chez les nouveaux chrétiens. C'est quelque chose qu'il est difficile d'affirmer de façon générale. En tout cas, ce qui est vrai pour Dona Gracia, c'est que toute sa vie a été un cheminement spirituel du christianisme vers le judaïsme, mais également un cheminement géographique qui double ce cheminement spirituel de l'ouest extrême de la Méditerranée, la péninsule ibérique, vers l'est peu à peu, extrême qui la rapproche encore de la source de sa foi, la terre d'Israël. Et sa dernière grande œuvre, sur laquelle nous ne dirons que quelques mots, grande œuvre qui suffit elle seule à glorifier l'existence d'un individu, c'est la restauration de la ville de Tibériade qu'elle entreprend. Et cette entreprise de restauration se manifeste par la fondation d'une yeshiva, des travaux d'assainissement, de reconstruction, etc. Et elle aide des juifs italiens à s'installer dans cette ville. Le choix de cette ville de Tibériade n'est peut-être pas innocent, et il aurait suscité chez Ousquet
persuadé lui-même de la proximité des temps messianiques, plusieurs commentaires. Selon la tradition juive, en effet, c'est de ce lieu que doit venir la rédemption. C'est probablement à Tibériade que Dona Gracia Nassi est morte vers 1569. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci Evelyne Olliel-Gross d'avoir évoqué la vie de Dona Gracia Nassi avec nous. C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France.